Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Olivier Besancenot qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Emmanuel Macron attendu ce jeudi en Gironde. Le candidat à l'élection présidentielle, grand favori des sondages, au coude à coude avec Marine Le Pen, tiendra ce jeudi un meeting à Talence, près de Bordeaux. De nombreux élus de droite comme de gauche ont rallié ces dernières semaines le candidat d'En Marche. On fait le point sur ses soutiens en Gironde avec Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde d'ailleurs. Dernier en date, et pas des moindres, le soutien de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Emmanuel Macron poursuit ainsi sur sa lancée et sur la dynamique soulevée depuis notamment les dernières primaires à droite comme à gauche, mais aussi les affaires qui plombent la campagne présidentielle de certains candidats. Le dernier renoncement du maire de Bordeaux, Alain Juppé, de se lancer en lieu et place de François Fillon a peut-être participé aussi à continuer de pousser en avant le mouvement En Marche, comme ici, en Gironde. Au niveau des élus, donc je ne parle pas des adhérents ici, mais au niveau des élus, oui, les affaires actuelles, les trois déclarations d'Alain Juppé pour confirmer bien qu'il n'était pas candidat à la présidentielle, à chaque fois, nous ont mis en contact avec un certain nombre de personnes. Presque 5000 adhérents, c'est probablement la plus grande force politique de Gironde à l'heure actuelle. Parmi les récentes adhésions au mouvement En Marche, Xavier Lenné, le directeur de la French Tech en Gironde, ou encore Jérôme Verschaff, directeur de l'Aérocampus, mais aussi ancien directeur de cabinet d'Alain Rousset, président socialiste de la Nouvelle-Aquitaine. Et parmi les élus, on retrouve également Florent Boudier, le député de la 10e circonscription, séduit par cette dynamique, laissant aussi de côté le Parti socialiste. J'ai accepté la rupture avec ma formation politique qui va probablement m'exclure. Et je vais porter cette candidature d'Emmanuel Macron dans nos territoires, en Gironde et même au-delà, en Nouvelle-Aquitaine par ailleurs, pour se retrouver sur des valeurs, des idées et bâtir en commun un projet. C'est une inspiration profonde et ancienne de beaucoup de nos concitoyens qui, je pense, pour beaucoup en tout cas, sont prêts à rejoindre cette démarche. On le voit, y compris dans nos territoires ruraux. Ce jeudi, Emmanuel Macron, qui a déjà dépassé les 500 parrainages, 1074 actuellement recensés par le Conseil constitutionnel, sera en meeting à Talence, fief d'Alain Cazabonne, son maire, élu du MoDem, qui s'est rallié à l'ancien ministre de l'économie par la voix de François Bayrou. Affaire Defay ou le Madoff breton, appelé parfois le Madoff breton, Jean-Jacques Defay est sur le banc des accusés pour le procès au pénal de l'affaire dite des coopératives de croissance. Entre 2008 et 2010, 1500 épargnants bretons ont fait confiance à cet ancien président d'association de lutte contre les abus bancaires. Il proposait d'investir dans l'économie locale pour un rendement de 18%. 32 millions d'euros ont été collectés, mais une partie a disparu avant le gel des avoirs par Tracfin en novembre 2010. Frédéric Lorenzo pour TBO nous raconte cette histoire. C'est un épisode essentiel qui va se jouer ici à la cité judiciaire de Rennes pendant 3 semaines. Le procès au pénal des coopératives de croissance. Sur le banc des accusés, cet homme, Jean-Jacques Defay, a fondé en 2008 un système d'investissement baptisé les coopératives de croissance. Le principe, placer l'argent d'épargnants dans l'économie locale, à la clé un rendement de 18%, dont 15% d'exonération fiscale, en vertu de la loi TEPA de 2008. Cette chef d'entreprise de Quimper s'est laissée séduire. L'argent devait servir uniquement aux entreprises locales, en France, et à aucun moment on a été avertis, nous en tant que souscripteurs, que l'argent partait vers ce projet de Village de France en Chine. Comme Morgane et son mari, plus de 1500 épargnants sur toute la Bretagne ont souscrit aux coopératives de croissance. Résultat, près de 32 millions d'euros collectés. Problème, l'argent attire les convoitises et les placements sont hasardeux. L'argent est gelé en novembre 2010 par la cellule Tracfin. Depuis, les épargnants se battent pour faire reconnaître l'escroquerie et peut-être un jour récupérer tout ou partie des sommes investies. Dans ce combat, le procès qui s'ouvre est essentiel. Toutes les démarches qui ont été engagées par différents avocats à l'encontre des conseillers en investissement financier qui ont vendu donc les contrats de coopérative, toutes ces démarches-là sont en sursis à statuer
dans l'attente du procès pénal. Ces 3 semaines d'audience doivent permettre l'explication mais aussi l'établissement des responsabilités afin de pouvoir entrer dans l'étape de réparation 7 ans après les faits. Au lendemain de la journée internationale de la femme, quid de la parité en politique maintenant? Même si des avancées ont été enregistrées ces dernières années avec le vote d'un certain nombre de lois sur la représentativité des femmes dans la vie politique, elles sont encore minoritaires. À l'Assemblée nationale, on ne compte que 27% de députés femmes et le Sénat ne se compose quant à lui que d'un quart de sénatrices. Annick Beillon est l'une d'entre elles. Elle nous parle de son engagement en politique, tout comme Martine Chantecaille. Alix Lanos, une autre femme, les a rencontrées pour TV7 en Vendée. Porte-à-porte, tractage, c'est sur le terrain que Martine Chantecaille a choisi d'être. Pour cette conseillère municipale à la mairie de La Roche-sur-Yon, professeure de philosophie, l'engagement politique est venu tout naturellement. J'ai l'impression d'avoir été très jeune engagée en politique. Et évidemment, au cœur de cet engagement, il y a la question de l'égalité. Donc de l'égalité femmes-hommes. Et comme elle tient à le rappeler, le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais bien celle des droits des femmes. Beaucoup reste à faire dans de nombreux pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Les faits sont têtus et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 27% de femmes à l'Assemblée, 22% au Sénat. Des collectivités locales dont la présidence est quasiment exclusivement détenue par des hommes. Donc là, il n'est pas compliqué de voir qu'il y a un vrai plafond de verre et que la parité n'est malheureusement pas appliquée partout. Parmi ces femmes élues au Sénat, il y a Annick Beillon, première Vendéenne à siéger dans cette institution. J'ai tout immédiatement senti le jour où je suis allée pour l'investiture au Sénat que c'était plus une responsabilité et un poids qu'un cadeau qui m'était fait, même si beaucoup de gens imaginent que c'est un cadeau. C'est très enrichissant, c'est passionnant, mais malgré tout c'est une responsabilité, une charge. Une responsabilité qu'elle n'avait pas pensé endosser un jour quand elle a débuté la politique comme conseillère municipale du château d'Olonne il y a 16 ans. Aujourd'hui, elle vient rencontrer des étudiants à la maison familiale et rurale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Leur parler des institutions, de leur rôle. Et peut-être aussi, face à tous ces hommes, démontrer encore une fois que les femmes ont la même légitimité à occuper des postes à responsabilité, même si certains stéréotypes ont la peau dure. Les femmes se posent toujours la question, est-ce qu'elles ont les compétences? Est-ce que c'est leur place? Est-ce qu'elles culpabilisent aussi parce qu'elles sont moins présentes auprès de leur famille? Et lorsque vous allez chercher des femmes, puisqu'il faut renouveler forcément les listes, en général elles vous disent bon écoutez je vais voir avec ma famille, mon mari, et puis parfois elles reviennent et elles disent non je suis pas intéressée mais mon mari serait intéressé. En France, en 2017, il y a donc encore du chemin à parcourir et des combats à mener pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Une évolution des mentalités qui fait néanmoins son chemin grâce au travail mené au quotidien par toutes ces femmes engagées. Place à un sujet maintenant qu'on traite beaucoup dans ce journal des territoires, celui de la désertification médicale. C'est l'œil de Public Sénat avec un focus sur une solution apportée à cette problématique mise en place à Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan. Un reportage de Samia Dechir et d'Audrey Vuettaz pour Public Sénat. Docteur Pinard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste et pourtant vous travaillez dans un hôpital. C'est assez inhabituel. Oui, c'est un concept un petit peu novateur. Quand je suis arrivé sur l'île, en fait, je souhaitais m'y installer et j'y ai découvert l'hôpital de proximité. Il était vide. Seul généraliste de l'établissement, Stéphane Pinard décide de réinventer son métier. Il installe son cabinet dans l'hôpital pour les consultations du quotidien en tant que médecin libéral. Mais il réserve une partie de son temps aux urgences en tant que salarié de l'hôpital. Donc voilà la salle de déchocage où on reçoit les gens en urgence. Elle est équipée pour prendre en charge les urgences vitales, infarctus, AVC. Comment vous avez eu l'idée de mettre ce système en place? Est-ce que c'est né de vos expériences passées en tant que généraliste sur d'autres territoires? J'ai été installé tout de suite dans un milieu rural pendant 7 ans. Ça a été 7 années de non-médecine. C'est-à-dire être installé aujourd'hui, c'est beaucoup de renouvellement d'ordonnances, on va vite, c'est 40 consultations par jour. Les urgences vitales, on ne peut pas les voir parce qu'on n'a plus le temps. Donc quand on nous appelle pour une suture, une fracture, une suspicion d'AVC, faites le 15, faites le 15. Et moi j'ai envie de dire que j'avais l'impression d'avoir remplacé mon stéthoscope par un stylo. Docteur Pinard, je crois qu'il y a des patients qui vous attendent en salle d'attente, donc on ne va pas vous mettre plus en retard et puis on va vous suivre un petit peu dans vos consultations. Ouais. On y va. Vous avez rendez-vous ou pas? Rendez-vous? Oui. Rendez-vous? Non, je n'ai pas de rendez-vous.
Eh bien, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Il faudrait qu'on me fassiez mon ordonnance. D'accord. Je vais vous donner ça quand même. À Belle-Île, plus qu'ailleurs, la présence des généralistes est cruciale. On est vers les 16. Sans eux, il faudrait aller consulter sur le continent. C'est très important parce que s'il y a que juste un généraliste puis qu'on est obligé d'aller voir un spécialiste, on est obligé d'aller de l'autre côté. Bon, maintenant, il y en vient des spécialistes. C'est vrai que là-dessus, on est quand même gâtés. Parce que de certaines îles, il n'y a rien. Depuis son arrivée en 2013, Stéphane Pinard a été rejoint par 7 autres médecins, séduits par ce mélange entre la médecine de ville et l'hôpital. Hôte de Poix, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez le service des hospitalisations à domicile, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez chez les patients qui ne peuvent pas être soignés chez eux? Alors en fait, c'est pour s'occuper des patients qui souhaitent rester chez eux mais qui ont besoin des moyens de l'hôpital, donc principalement les patients en fin de vie. Eh bien, on vous suit. Hôte de Poix s'est installée à Belle-Île il y a 3 ans avec son conjoint et ses 4 enfants. Hôte, vous êtes originaire de région parisienne et vous avez choisi de venir vous installer à Belle-Île pour votre première installation puisque vous n'avez que 33 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Malgré l'insularité, on ne se sent pas du tout seul et on a l'impression de faire une médecine peut-être plus complète. Est-ce que vous auriez pu, vous installer seul en cabinet dans un territoire rural? J'aurais pas été capable de m'installer seule, isolée, loin d'un centre hospitalier malgré tout. Et puis avec un rythme de vie qui était sûrement pas compatible avec mes 4 enfants. En travaillant en équipe, les médecins de Belle-Île ont plus de temps pour leur vie personnelle. Bonjour! Un système qui a fait de l'île l'un des territoires les plus attractifs de Bretagne. Voilà, c'était l'œil de Public Sénat qu'on retrouvera régulièrement dans ce journal. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, le débat des éditorialistes. Mais tout de suite, la une de vos journaux aujourd'hui. On démarre avec les unes politiques, bien sûr, et on commence avec l'écho. Le PS en vrac. Les soutiens à Macron se multiplient, les déclarations d'intérêt et de soutien se manifestent en provenance du Parti Socialiste pour Emmanuel Macron. Delanoë et bientôt Le Drian, Bartholone, Le Foll ouvrent la route des ralliements. Au centre de l'échiquier politique, Hamon est en difficulté croissante. Pour le Parisien, Macron va-t-il manger le PS ? Pour la Nouvelle République, département, ce que les candidats proposent au lendemain de leur grand oral que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Pour Libération Champagne, les écoles rurales sur la sellette. Selon le maire, les écoles à moins de 3 classes n'auraient plus d'avenir. Il donne des explications dans Libération Champagne. Pour le Télégramme, retour dans la ferme de l'horreur. Des fragments de corps humains ainsi que des bijoux appartenant à la famille Troadec ont été mis au jour hier au cours des recherches effectuées à Pont-de-Buis, dans la ferme de l'horreur. Pour la République des Pyrénées, Yara, le plan social déclenché dès le 12 avril. Il s'agit, vous le savez, de l'usine du bassin de Lac. Et puis, si le Zénith de Pau était attaqué par des terroristes, il y a un exercice qui a eu lieu, 550 personnes mobilisées pour cette simulation exceptionnelle. Pour le courrier Picard, c'est le TGV, enfin du concret. Et puis pour Sud-Ouest, ces appareils programmés pour ne pas durer, les associations de consommateurs dénoncent l'usure accélérée des appareils électroménagers, d'autant que les faire réparer est devenu un vrai casse-tête et coûte très cher. Pour Ouest France, l'attente des parents d'autistes. Et puis pour le courrier de l'Ouest, c'est une haie d'honneur pour dire adieu à Copa, aux côtés de nombreuses personnalités du monde du football. Les Angevins ont rendu à la cathédrale Saint-Maurice un ultime hommage à l'artiste du ballon rond, décédé, vous le savez, vendredi dernier. Voilà, sans transition, nous passons au débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui sont sur ce plateau ce matin. Pascal Jalabert, bonjour, du groupe EBRA, merci d'être là pour l'Est républicain. Et puis Thierry Dupont de l'Express, bonjour Thierry, merci d'être là. Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, qui est présent sur ce plateau, car à quelques jours de l'élection présidentielle, vous le savez, avec l'IFOP, nous traitons du regard des Français sur les grands enjeux de cette élection. Aujourd'hui, c'est un sujet très sensible, Frédéric Dabi, c'est la fiscalité, le système fiscal. Les Français portent un regard plutôt négatif, d'ailleurs, sur un système fiscal qu'ils jugent injuste et compliqué. Et Héloïse Grégoire de Public Sénat reprend les points clés de ce sondage exclusif IFOP fiducial pour Public Sénat et Sud Radio. On l'écoute.
Les Français portent un regard plutôt négatif sur leur fiscalité. Selon un sondage IFOP fiducial, le système fiscal est un système injuste à 83%, compliqué à 88% et qui n'a pas su se moderniser à 63%. Concernant l'augmentation des impôts, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont chacun désignés comme responsables pour 49%. Un constat plutôt sévère sur les 2 derniers quinquennats. À quelques jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est considéré comme le plus apte à améliorer la situation fiscale pour 30%. Marine Le Pen, elle, est à 19% et François Fillon est en 3e position avec 17%. 71% des personnes questionnées ne sont pas favorables à la suppression de l'impôt sur la fortune, même si le candidat d'En Marche souhaite, lui, le réformer en exonérant l'ensemble des valeurs mobilières. La hausse du taux de TVA de 20 à 22% est l'une des mesures proposées par le candidat de la droite, François Fillon, mais 92% des sondés la rejettent. Parmi les différentes propositions des candidats, 2 mesures sont largement plébiscitées. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité à 89% et la diminution de l'impôt sur le revenu à 80%. Le candidat François Hollande voulait fusionner cet impôt avec la CSG, un chantier abandonné au cours de son mandat. Sur une échelle de 1 à 10, les sondés estiment que la fiscalité est importante à 6,4 dans leur intention de vote. 51% d'entre eux pensent qu'au lendemain de l'élection présidentielle, les impôts vont augmenter. Un ras-le-bol fiscal qui devrait jouer un rôle déterminant dans le vote des Français. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Voilà, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Alors, un système fiscal vraiment mal jugé par les Français. Oui, jugé très sévèrement et vous l'avez dit et ça a été dit aussi, le fait majeur c'est que ce système est jugé injuste. Et on connaît la soif de justice. 83%, un système compliqué, un système dont on pense à 85% que les recettes sont mal utilisées. Il y a une autre question qui est assez intéressante, ce qui explique ce sentiment d'injustice. On a le sentiment que l'impôt est trop élevé chez les classes moyennes et pour les patrons de TPE quand il est trop bas pour les classes aisées, les catégories aisées et les grandes entreprises. On retrouve ce clivage gros-petit classique. Et puis, on l'a bien vu dans l'enquête, c'est un sujet infiniment inflammable pour le personnel politique. Chirac en 95 avec la hausse de la TVA de 2 points, la TVA sociale. Et ce qui est très intéressant, on voit que Nicolas Sarkozy, François Hollande sont renvoyés dos à dos. On se souvient que la première chute de popularité de François Hollande en septembre 2012, c'est le choc fiscal. Le deuxième ressac très fort, c'est le ras-le-bol fiscal de septembre 2013. C'est un sujet sur lequel les politiques ont très peu de crédit. D'où le succès d'Emmanuel Macron. On va revenir sur les chiffres, ils sont très intéressants. Pascal Jalabert, c'est énorme, 83% des Français. Alors c'est un sujet hyper inflammable, a dit Frédéric Dabi. Pourquoi ? Parce que ça touche au porte-monnaie, au fond, au pouvoir d'achat. Ça touche au pouvoir d'achat. Et puis, il y a la complexité qui est liée avec l'injustice. Si vous prenez l'impôt sur le revenu, quel est le sentiment ? Ceux qui le payent, c'est-à-dire les classes moyennes essentiellement, ils ont l'impression qu'ils gagnent trop pour en être exonérés. Il faut quand même rappeler que 54% des Français n'en paient pas, et où ils ne gagnent pas assez pour avoir les moyens de défiscaliser, parce que les plus riches, par rapport à leurs revenus, paient moins que les classes moyennes. Donc il y a un sentiment d'injustice. L'autre sentiment d'injustice, c'est la TVA. C'est-à-dire que tout le monde la paye et on l'augmente d'un point, 2 points. Et là, ça attaque le pouvoir d'achat directement. Je rappelle, donc Frédéric a parlé tout à l'heure de Jacques Chirac 95. Moi, je vais parler de l'élection de 2007, quand Jean-Louis Borloo sort sa TVA sociale. Il fait 40 députés ou 50 députés de droite rentrent à la maison. Donc, c'est un sujet politiquement hypersensible. Regardez l'ISF. L'ISF, 70% voire plus ne veulent pas qu'on le supprime. Ce qui fait que les politiques sont mal à l'aise avec ça. C'est difficile de revenir sur les avantages et c'est encore plus difficile d'en créer d'autres. Thierry Dupont. Oui, moi, ce qui me fait tiquer, c'est que par exemple François Fillon, lui, malgré tout ça, promet une hausse de 2 points de la TVA. C'est-à-dire qu'il est fidèle à son image de « je vous promets du sang et des larmes ». C'est pas le mieux placé dans les sondages, comme vous avez vu, du coup. Est-ce qu'il y a une liaison de cause à effet ? Il n'est pas encore éliminé, mais enfin, il a quand même construit tout son argumentaire, et c'est, je pense, une des raisons de son succès à la primaire de la droite, c'est quand même de promettre des efforts, et il a joué cash avec cette hausse de la TVA, effectivement très injuste. Alors, François Hollande aurait dû la garder, d'ailleurs, en début de quinquennat, puisque Nicolas Sarkozy l'avait faite. Il aurait rentré immédiatement de l'argent, il se serait évité le saupoudrage
qui a créé le ras-le-bol fiscal en 2013. Voilà. Et il a fini par augmenter d'un point la Il a TVA fini par le en cours de faire. mandat. En plus, Frédéric Dabi, elle est jugée extraordinairement compliquée, la fiscalité en France. 88%. Oui, c'est vrai que pourtant, elle s'est réformée. Il y a eu le basculement sur le tout en ligne, sur les déclarations en ligne. Pour autant, ce système s'est jugé extrêmement compliqué. Et puis, On c'est sait un sujet... pourquoi. Vous avez des explications? Parce que y a le sentiment qu'il y a une multiplicité d'impôts. On ne comprend pas qui fait quoi, qui paye quoi et comment. C'est vraiment là, quelle est la destination, comment les montants collectés sont éliminés. Nous avons testé dans ce sondage la grande réforme qui doit entrer en principe en vigueur le 1er janvier 2018, le prélèvement à la source. Mais vous avez raison, Pascal, de le rappeler, hein, un ménage sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu. On a un regard des Français, au fur et à mesure qu'on approche de cette réforme, qui est de plus en plus mitigé. On a une courte majorité qui considère que c'est une bonne chose, mais 44%, ça les inquiète. Il y a le regard qui m'intéresse, c'est celui de Raphaël Ruffier-Fossoul sur Emmanuel Macron. On parlera tout à l'heure de l'enquête que vous avez fait sur lui là, dans Lyon Capitale. Mais au fond, il est crédité, Emmanuel Macron, d'être plus compétent que les autres sur ces sujets parce que ministre de l'économie récent. Peut-être parce qu'il est un peu hors système. Ce qu'on voit dans ce sondage, c'est vraiment la défiance des Français vis-à-vis de leur classe politique et leurs institutions. Le rapport à l'impôt, c'est quand même ça. C'est-à-dire, on paye des impôts, en échange, on a des services publics. Quand on a un temps d'insatisfaction, c'est qu'il y a une défiance qui est très forte. Mais c'est pas étonnant, parce que toutes ces dernières années, qu'est-ce qu'on a eu comme mouvement? On a eu une augmentation des impôts. On a eu, alors des promesses politiques qui étaient pour nous dire qu'on allait les simplifier, qu'on allait les réduire. En réalité, les Français ont vu une augmentation d'impôts. On n'a jamais payé autant d'impôts. Et puis, dans le même temps, en face, on a une baisse des services publics. On réduit le nombre de fonctionnaires, on réduit les hôpitaux, c'est flagrant, etc. Donc les Français, c'est normal qu'ils soient insatisfaits. Ils payent plus et ils ont moins. Là-dessus. Oui, alors là-dessus, il y a aussi un point qui est très important, c'est l'exemplarité des élus. C'est-à-dire l'affaire Fillon, pourquoi le choc? Parce que la rémunération de Pénélope, c'est quand même avec nos impôts. Donc, les montants. Voilà. Oui, les montants choquent, évidemment. Mais la source, c'est de l'argent public. C'est-à-dire, c'est nos impôts, c'est nos TVA. Donc là, les politiques, on leur demande aujourd'hui d'être exemplaires personnellement et puis aussi d'être bons gestionnaires. C'est-à-dire que les Français veulent savoir où vont leurs impôts. Oui, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était à quoi sert la fiscalité? Qu'est-ce que vous attendez de la fiscalité? Et j'en attends prioritairement que ça améliore mon pouvoir d'achat. Oui, augmenter le pouvoir d'achat des ménages, 28%, Frédéric Dabi. Et la fiscalité, réduire les inégalités, 27%. Ça sert à payer le bien commun, normalement. Et soutenir la croissance, 24%. C'est très très intéressant. Ce qui est absolument flagrant sur cette question, c'est qu'aucun item ne se dégage vraiment. Les réponses sont extrêmement 28, éparpillées. 27, 24, ça montre qu'il y a un problème de finalité de l'utilisation et du pourquoi je paye l'impôt. Il y a d'une part cette attente d'exemplarité dont parlait Pascal. Oh oui, bien sûr, mais ils sont relativement atténués. Quand vous avez 83% qui jugent que le système n'est pas juste, oui, c'est plus fort à gauche qu'à droite, c'est très fort classe moyenne versus non classe moyenne. C'est vraiment les classes moyennes qui ont eu ce ras-le-bol fiscal. Ils l'avaient connu dès 2011 avec le premier choc fiscal de l'équipe Fillon-Sarkozy au moment de la crise des dettes souveraines et ça a été amplifié sous le quinquennat de François Hollande. Pascal Jalabert. Oui, moi je peux vous donner des exemples d'élus qui ont augmenté les impôts locaux de 2%, 3% par an. On va citer Lyon, on peut citer Épinal. On peut citer Figeac, on peut citer Figeac dans la vie précédente. Ça n'a pas empêché les maires d'être réélus et bien réélus. Pourquoi? Et en plus de promouvoir la baisse des impôts au niveau national. Voilà. Oui, ça oui, mais pourquoi ont-ils été bien réélus tous ces maires? Parce que à la sortie, il y a un service public qui est rendu, le travail qui est fait se voit, est jugé efficace, et en effet, les citoyens constatent qu'il y a une amélioration de leur vie quotidienne grâce à ces impôts. Donc, le citoyen peut comprendre, mais quels sont les bons modèles? modèles? Il faut une finalité. Quels sont les bons modèles? Thierry Dupont, par exemple, et Frédéric Dabi. Où on trouve de bons modèles? Vous voulez dire en Europe? Oui, en Europe, à côté. Il me semble. Je n'aurais pas la compétence là pour vous faire un panorama européen sur l'Allemagne, par exemple. Oui, par exemple, je pense à l'Allemagne. Frédéric Dabi. Je crois que les pays scandinaves, la pression fiscale est relativement forte, mais il y a le sentiment d'exemplarité des élus et surtout le sentiment de réciprocité. Les Français nous disaient avant 2012, nous sommes prêts à faire des efforts pour réduire la tête avec une augmentation des impôts si on nous dit à quoi ça va servir et si l'État fait des efforts en premier. D'ailleurs, on voit, pour conclure, le scepticisme sur la fiscalité, alors que la campagne n'a quand même pas vraiment démarré sur ces questions fiscales. Une majorité de Français a déjà anticipé
que l'impôt augmenterait au lendemain de l'élection présidentielle. Thierry Dupont. Oui, en fait, on regarde ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années avec le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Hollande. On nous promet à chaque fois des efforts. L'État doit faire des efforts. Les ménages sont donc appelés, les ménages et les entreprises sont donc appelés à faire eux aussi des efforts. Et puis au final, on a le sentiment que la situation ne s'améliore pas et que par contre, la pression fiscale reste forte. Pascal Jalbert. Oui, si vous faites des efforts et que derrière vous avez une bonne couverture sociale, que les routes sont dans un bon état, mieux compris. Voilà, c'est beaucoup mieux compris. Mais si vous faites un effort et puis quand votre gamin va à l'école, il y a des fuites partout dans le toit, le prof est absent. Vous êtes beaucoup moins content. Raphaël Ruffier-Fossoul, alors le candidat, on disait le mieux placé dans ce sondage, c'est Emmanuel Macron. Vous avez fait, vous, une enquête sur Emmanuel Macron, qui n'a pas trop aimé que vous regardiez de près un dîner auquel il a assisté pour des donateurs, c'est ça, dans Lyon Capital ? C'est vrai que c'est le sujet sensible chez Emmanuel Macron. Vous savez qu'il n'y a pas le soutien de grands partis, donc c'est le problème de trouver de l'argent. Il fait 30% quand même, candidat capable d'améliorer les choses. Parce qu'il n'a pas non plus exercé le pouvoir sur les questions d'impôts, même s'il a été à Bercy, il apparaît quand même hors système. Il est arrivé après le ras-le-bol fiscal. C'est Moscovici qui l'a pris. Il promet aux Français ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire moins d'impôts, plus d'efficacité. Il va allier l'eau chaude et l'eau froide. Alors, donc on s'est intéressé. Qui se cache derrière Macron ? On s'est intéressé à qui finance finalement Emmanuel Macron. On sait qu'il avait été banquier, qu'il avait eu des clients. On sait que ces clients, il les a retrouvés comme ministre de l'économie, qu'il aura pu leur permettre un certain nombre d'avantages. Et on se retrouve, ces mêmes clients, on les retrouve aujourd'hui parmi ces donateurs de sa campagne. Donc c'est à ça qu'on a voulu s'intéresser. Et ça, Emmanuel Macron n'aime pas, parce que quand nos journalistes sont allés se rendre à un dîner de donateurs, Manu Militari, ils ont été mis à la porte. Vous dites le candidat des patrons du CAC 40, c'est ça ? C'est le candidat, oui, très clairement, c'est le candidat du CAC 40, des patrons de presse notamment. C'est le candidat on va dire des établis, de l'oligarchie. Thierry Dupont. Il n'aime pas du tout qu'on lui dise ça. Il l'a dit récemment à un journaliste de Mediapart dans une longue tirade qui était très très bien préparée. Il s'est appuyé d'ailleurs sur sa mesure phare, qui est l'exonération de 80% des ménages de la taxe d'habitation, qui est un peu, comment dire, un peu du même ressort que la taxe de 75% de François Hollande en 2012. C'est-à-dire c'est quand même quelque chose qui n'était pas spécialement préparé, qui n'apparaissait pas vraiment dans son programme, qu'il a sorti de son chapeau et qui permet de marquer et de polariser le débat. Il faut vraiment qu'il arrive à convaincre sur ces questions. La droite peut-elle encore gagner ? C'est la une de l'Express, Thierry Dupont. Oui. Bonne transition. Écoutez, moi pour l'instant, je considère que François Fillon est toujours dans la course. Il est pas si loin que ça derrière Macron. Les débats n'ont pas eu lieu. François Fillon a été excellent durant les débats de la primaire de la droite. Dites-donc, il a des cernes sur la photo, une de l'Express. Frédéric Dabi, vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai que le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio notamment montre bien que François Fillon a quand même un soutien auprès d'une partie non négligeable de la droite, mais la droite en France, ce n'est pas 19,5%. Pour lui, c'est absolument capital de rassembler la droite et éviter les fuites vers Macron. 20% des électeurs Sarko 2012 seraient prêts à voter pour Emmanuel Macron. Il y a une vraie fuite à l'extrême droite et aussi chez Macron. Vous êtes d'accord, Pascal Jalbert ? Oui, alors depuis hier soir avec Barcelone, on sait qu'une remontada, c'est possible, en football comme en politique. Mais oui... le crash, titre Le Parisien. Oui, le crash, le naufrage, on peut dire tout ce qu'on veut. Pour François Fillon, il a en effet un socle. Après, là où c'est difficile pour lui, c'est que Emmanuel Macron a quand même pris un peu d'avance, je lis le Tour de 25, et que Emmanuel Macron a des réserves chez Hamon. C'est-à-dire que si Hamon continue à rester... Logique des votes utiles. Entre 10 et 15%, ça va être compliqué pour lui, et les fuites au PS vont s'accélérer vers Macron. Pascal Jalabert du groupe EBRA et de l'Est républicain aujourd'hui. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capital. Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, qui reviendra pour les nouvelles thématiques. Oui, ça sera la sécurité la semaine prochaine. La sécurité. Thème aussi extrêmement important et présent et sensible. Thierry Dupont de l'Express, merci. À tout à l'heure. On passe à la météo des territoires. Le temps qui fera en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements et territoires d'outre-mer français. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, je sais que Thierry Dupont apprécie particulièrement le zapping, donc il va le regarder avec moi. Et voici le zapping, le Zappélisé de Christophe Combario. On le regarde ensemble. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. François Fillon, qui a reconnu un certain nombre d'erreurs, souhaite également s'adresser à nous. Il n'y a pas de raison de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre avant de prendre une décision définitive. J'en ai ras-le-bol, pour parler un peu simplement, des histoires de Monsieur Fillon, de son feuilleton. Ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas, je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Canard enchaîné, s'il vous plaît, si vous avez encore des choses, tout de suite, quoi, comme vous les donnez d'un coup, et comme ça, on en parle une fois. Et là, il y a un prêt qui est remboursé, comme par hasard, c'est François Fillon qu'on essaie une fois de plus d'atteindre. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la bête à battre, c'est vraiment François Fillon. Beaucoup de gens, je vous le rappelle, je me permets de vous le rappeler, il y a naguère et il y a peu, comptaient me siphonner et me ringardiser. Opération qui ne me semble pas avoir connu le succès qui était prévu. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. On apprend que le programme de santé, je vais revenir, de M. Macron est dicté par Servier, voilà, c'est-à-dire par un conseiller qui est payé par Servier. Ça continue, ils ne sont pas très originaux. Et comme ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur propre programme, ils passent beaucoup de temps en rassemblement à parler de votre serviteur. Mais ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train... Vous parlez de vous à la troisième personne, Emmanuel Macron? C'est une formule de politesse qui évite de dire moi. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Je suis pour ma part très honoré que Bertrand Delanoë, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, à la fois pour ce qu'il a fait en tant qu'élu et pour les positions qu'il a constamment prises, se soit exprimé dans les termes qu'il a employés ce matin. L'ancien maire de Paris soutient Emmanuel Macron, mais que l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, soutient Benoît Hamon. Bertrand Delanoë, il disait en 2009 déjà qu'il était social-libéral. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas gagné le Parti socialiste à cette époque. Mais ce libéralisme, les électeurs de gauche n'en veulent pas. C'est ce libéralisme qu'incarne Emmanuel Macron aujourd'hui. Janvier 2016, Emmanuel Macron en voyage à Las Vegas. À l'époque, il est ministre de l'économie. Dans quelles conditions ce voyage a-t-il été organisé? L'inspection générale des finances soupçonne un délit de favoritisme. Macron, on ne rappelle pas qu'il a été le ministre de l'économie et des finances, qu'il a désindexé les pensions de retraite, qu'il a laissé créer 600 000 chômeurs de plus, et on le présente comme un dieu vivant dans la plupart des médias. Je demande à vérifier les faits. Mais mon ministère, parce qu'il y a une direction des affaires juridiques, lorsque j'étais ministre, a toujours respecté les règles des appels d'offres et des marchés publics. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, aujourd'hui c'est Olivier Besancenot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste et vous êtes un soutien de Philippe Poutou à l'élection présidentielle. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio, bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Olivier Besancenot, 8 jeunes déférés devant le juge pour des violences à Saint-Denis dans 3 lycées. Elles auraient pour origine l'affaire Théo, bien sûr. Est-ce que vous dites stop aux jeunes, ça suffit? Stop aux jeunes. Je dis surtout stop au climat actuel, stop aux affaires de violences policières qui pour l'instant sont traitées dans l'impunité la plus totale et qui créent la révolte et qui créent des mobilisations et qui créent encore plus de répression derrière. Donc c'est ce processus-là qu'il faut arrêter. Mais sur les violences, que ça soit sur l'affaire de Théo. Vous savez, cette question, on la pose à maintes reprises. Moi, je suis là, vous savez, je suis un des rares en politique à parler des autres violences comme un thème de société, comme un thème politique. L'affaire Théo, l'affaire Adama Traoré, l'affaire Ziad Ebouna à l'époque, bien entendu, l'affaire Rémi Fraisse sont là aussi peut-être pour nous rappeler à tous ceux qui nous regardent que finalement, la question des violences policières, elle ne concerne pas potentiellement que les habitants des quartiers populaires, jeunes ou pas jeunes. Elle ne concerne pas potentiellement que des syndicalistes, comme on l'a vu pendant la loi travail. Elle ne concerne pas potentiellement que des militants de l'écologie radicale. Elles peuvent potentiellement concerner chacun d'entre nous. Donc la question qui est posée, c'est qu'on demande aux forces de l'ordre aujourd'hui de contrôler un système qui est devenu incontrôlable, parce qu'évidemment, on est dans une société en crise, une société injuste, qui crée
Bah oui, qui crée de la révolte, qui crée de la contestation. Est-ce qu'il faut à nouveau une police de proximité par rapport à ce que vous dites, ce système incontrôlable? Est-ce que ça serait la solution pour remettre un petit peu de contrôle, d'ordre républicain? Derrière le label de police de proximité, on a mis tout et n'importe quoi. La question qui est posée aujourd'hui, c'est discuter des missions des forces de l'ordre. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une série de... On est dans une société violente, moi je ne le nie pas, c'est-à-dire que comme vous êtes dans une société ultra-capitaliste, ultra-inégalitaire, vous êtes forcément dans une société de plus en plus violente. Moi je ne suis pas du tout angélique, mais vous avez une série de violences qui pourrissent la vie quotidienne de millions de personnes, qui ne vont pas être réglées très concrètement par un système répressif. Si vous faites dérober... tel ou tel papier, c'est pas forcément dans un commissariat. Enfin, tout casser, c'est pas la solution non plus. La question des violences faites aux femmes, puisque hier c'était le 8 mars, vous savez comme moi, très concrètement, si vous discutez des choses dans le détail, que c'est pas forcément dans un lieu identifié pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Après, c'est une autre discussion comme un lieu répressif qu'une femme, par exemple, va aller pour se confier par rapport à des questions de violence conjugale. Vous parliez du contexte. Le drame que ça représente pour des milliers de femmes dans ce pays. Vous parliez du contexte, il y a le contexte évidemment politique. Bernard Cazeneuve accuse le Front National et François Fillon d'instrumentaliser, d'exploiter un petit peu les incidents qui ont eu lieu en Seine-Saint-Denis à des fins électorales. C'est le cas selon vous? Oui, c'est pas les seuls. Je veux dire, l'instrumentalisation de ce qui se passe dans les quartiers, c'est la tarte à la crème d'une bonne partie de la classe politique. Parce que quand vous envoyez ces images en boucle, en permanence, ça fait peur à des millions de personnes. Et quand on a peur, la peur est mauvaise conseillère. Mais en général, au pire des courants politiques. Parce que quand vous avez peur, en général, c'est les solutions les plus radicales, les solutions les plus extrêmes, et en général une radicalisation à droite qui remporte justement, donc, la question qui est posée, c'est aussi de discuter des vrais problèmes. Vous parlez évidemment du Front National. Justement. Oui, entre autres, bien sûr. Non, mais derrière tout ça, il y a aussi la question sociale. Parce que pendant qu'on parle de tout ça, on parle de plein de choses, sauf du restant, c'est-à-dire du logement, de la santé, des services publics, de l'emploi, des salaires. On va rentrer dans le fond en parlant du programme de Poutou dans un instant. Oui, mais c'est bien d'en parler. Parce pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais je suis extrêmement inquiet, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que je connais aussi la petite musique. C'est aussi notre responsabilité. Vous savez, si on n'était pas là, on pourrait passer toute une... Enfin, nous, quand même quelques autres, il faut quand même être un peu humble. On passerait l'entièreté d'une campagne électorale à ne parler que de ces sujets-là. C'est qui les l'insécurité, autres, l'insécurité. Oui, mais enfin, s'il y a des gens qui se cassent, c'est qu'il y a de la gauche qui porte aussi l'idée qu'il y a une forme d'insécurité qui, là, est très concrète, qui est l'insécurité sociale. Nous, oui, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon à sa manière, Jadot quand il était candidat, chacun essaye aussi de dire que l'insécurité sociale est une réalité. Après, c'est les réponses à apporter à cette insécurité sociale qui font des accords entre nous. Nous, on pense que c'est l'insécurité sociale à laquelle il faut s'attaquer, qu'on ne va pas nous faire le coup à chaque élection de parler de tout sauf de ces questions. Donc oui, on a un candidat qui s'appelle Philippe Pourtout et qui arrive sur un certain nombre d'émissions à dire bah voilà, moi je vais vous parler de licenciement réel plutôt que d'emploi fictif, par exemple, parce que ça aussi, ça parle à des millions de personnes, parce qu'on vit dans une société où aujourd'hui nos entreprises se ferment, les services publics se barrent. Donc moi je vous pose la question, qu'est-ce qui va rester dans le pays? Peut-être quelques commissariats. Dites-moi, quand Marine Le Pen justement dit hier qu'il faut supprimer les aides sociales aux parents de ces mineurs récidivistes en cas de carence éducative. Les yeux dans les yeux, vous lui répondez quoi? Qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'elle raconte. J'ai vu sa grande première mesure, c'était déscolariser les enfants d'immigrés, en expliquant que les immigrés ne travaillaient pas. C'était sa justification, puisqu'ils ne travaillent pas, sous-entendu, il n'y a pas de raison que leurs enfants ne bénéficient pas de prestations publiques. Ce qui est quand même un comble, je vous le dis les yeux dans les yeux, pour un courant politique qui, depuis 20 ou 30 ans, passe le plus clair de son temps à expliquer à la France entière que les immigrés sont là pour voler le travail des Français. Vous dire à quel point les immigrés sont retors. Parce que les immigrés, sans travailler, c'est elle qui le dit, piquent le travail des Français. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des demeurés. Là aussi, c'est le jeu de la division. C'est d'expliquer que finalement, pour sortir de nos problèmes, il faudrait s'en prendre à ceux qui sont plutôt à côté plutôt qu'à ceux qui sont en haut. Et moi, mon vrai problème, c'est ceux qui sont en haut, c'est les capitalistes qui s'en mettent plein les poches. Vous avez vu que les dividendes des actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 23%. 23%. On nous gave avec les fameux déficits publics. Les déficits publics, si vous lisez par exemple un excellent ouvrage des sociologues Les Pinson-Charlot, vous explique que par exemple la vraie fraude, la fraude des plus riches, la fraude fiscale, c'est à hauteur de 90 milliards d'euros, c'est-à-dire le montant des déficits publics avec lequel on nous culpabilise du matin jusqu'au soir. Donc de l'argent, il y en a. Donc mon adversaire à moi, c'est le capitalisme, qu'il soit version mondialisée ou version nationale. Mon problème à moi, c'est le capitalisme. Olivier Besançon. Le jeu de la division, moi je m'y opposerai toujours, et c'est pour ça que je suis antifasciste, et c'est pour ça que je lutte contre l'extrême droite. Benoît Hamon, dans un entretien au journal Le Monde aujourd'hui, dit « Mon objectif en Europe, c'est mettre l'austérité
en minorité. Elle vous plaît cette phrase ? C'est une bonne idée. Ouais. Dommage qu'il ne l'ait pas eu plus tôt quand il était au gouvernement, lui, sa famille politique, qui par ailleurs, allié à la même famille politique dont la plupart des gouvernements européens ne l'ont pas fait. Donc le problème, c'est comment on le fait. C'est arrêter de se payer de mots. Si aujourd'hui on veut financer un certain nombre de mesures qui permettraient de vivre correctement, réquisitionner les logements vides, c'est-à-dire par exemple appliquer la loi, augmenter les salaires de 300 € net par mois comme nous on le préconise, il faut expliquer où est l'argent et comment on peut le prendre. Nous on pense que de l'argent il y en a. Et vous savez, la répartition... Alors vous le prenez où ? Si on prend sur le niveau européen... Dans la même poche où on nous a pris l'argent... La fin du CICE, etc. Oui, mais il faut aller au-delà d'ailleurs que le CICE, parce que Benoît Hamon, à juste titre, a parlé du CICE, mais ça va bien au-delà. Vous nous demandez où prendre l'argent ? Dans la poche où on nous l'a prise. La répartition des richesses est devenue un sujet politique tabou à gauche. C'est bien malheureux. C'est un sujet politique tabou qu'à gauche, parce que pour les capitalistes, ce n'est pas un sujet. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a une répartition de plus en plus inégalitaire des richesses. Où était l'argent ? On a volé à la majorité de la population l'équivalent de 10% chaque année du PIB. 10% des richesses annuelles. Il y a un peu plus de 30 ans, quand il y avait 100 € de richesse qui étaient produites, il y avait 70 € qui revenaient au travail, 30 pour le capital. Aujourd'hui, c'est 60 € pour le travail, 40 pour le capital. C'est 10% du PIB, ça représente plus de 200 milliards. Attendez, je vais terminer sur cette idée-là. 200 milliards d'euros annuels. Si on récupère ce qu'on nous a volé, ces fameux 10% du PIB, vous pouvez augmenter tous les salaires. Et on peut faire le revenu universel de Benoît Hamon à ce moment-là. C'est ça aussi. Ça dépend de ce qu'on met derrière. Pourriez nous dire. D'ailleurs, attendez. Benoît Hamon. Vous me branchez sur le revenu universel, j'allais répondre. Mais on va en parler. Benoît Hamon est en train de revoir un peu sa copie sur le revenu universel. Est-ce qu'on est au début d'une reculade, à votre avis ? Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps. Est-ce que c'est votre crainte ? Très sincèrement, j'ai pas eu le temps de voir comment et pourquoi il a révisé sa copie. Nous, on est dans la chasse aux signatures, donc on est sur autre chose. Je peux vous dire ce que je pense du revenu universel. C'est une vraie fausse bonne idée. C'est-à-dire que nous, on est pour une protection sociale universelle. On a toujours été favorable à l'idée, par exemple, que des jeunes en formation ou qui sont en train d'étudier puissent se concentrer 100% sur leurs tâches et une allocation d'autonomie et d'études. On a toujours été favorable à une nouvelle branche de la sécurité sociale pour des salariés qui perdent leur travail parce qu'une entreprise ferme à cause de la crise économique, qui leur permettrait d'avoir le maintien de leur rémunération et de leur qualification avec un fonds 100% payé par le patronat. Ça, c'est une chose. Mais le revenu universel, selon certaines versions, ça peut être non pas un point d'appui pour lutter contre le chômage, la précarité, l'aliénation au travail, ça peut être au contraire le meilleur, finalement, une espèce de cadeau empoisonné pour avaliser l'idée, finalement, qu'on va s'habituer à l'idée qu'il y aurait 6 millions de chômeurs. Et ben moi, je suis pour le partage du temps de travail. Je ne vais pas m'habituer à l'idée qu'on réclame et qu'on impose à ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot dans les entreprises du public ou du privé de travailler plus longtemps, alors qu'à l'extérieur, il y a simplement 6 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver un emploi. Donc il faut travailler moins dans les entreprises pour que tout le monde ait un travail à l'extérieur. Ça s'appelle le partage du temps de travail. Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, qui est l'invité de notre matinale d'info. Philippe Poutou, votre candidat n'a obtenu que 197 parrainages. Il ne reste que quelques jours. Est-ce que vous avez bon espoir d'arriver aux 500 d'ici la fin de la date limite, le 21 mars ? Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Donc je ne vous cache pas notre inquiétude. On est extrêmement inquiet parce que le système a changé, vous le savez. C'est-à-dire que le système politique se resserre un peu plus. Il y a ce système qui consiste à déclarer soi-disant au fil de l'eau. D'ailleurs, je dis soi-disant au fil de l'eau puisque le Conseil constitutionnel filtre de temps en temps. On est passé de 1 à 197 en quelques jours, sans qu'on comprenne d'ailleurs pourquoi. Mais ça met un petit peu plus encore la pression sur les maires. Alors vous savez que déjà à la base, ce système n'est pas démocratique. Ça rend les maires finalement otages d'un système qu'ils n'ont pas demandé. Nous, on serait pour un système de parrainage populaire. Il y a une pression sur les maires aujourd'hui. Quel système de parrainage populaire ? Tout simplement que la population parraine des candidats. On peut discuter ensuite du chiffre, mais ce serait démocratique et ça permettrait aux militants d'aller à la rencontre de la population plutôt que d'aller à la rencontre des maires des plus petites communes, puisque vous avez bien compris que nous, c'est vers les maires des plus petites communes qu'on est obligé de se diriger. Est-ce que vous lancez un appel ce matin pour dire aux maires aujourd'hui, libérez-vous, donnez-nous les signatures ? Oui, moi je lance un appel, si tant est que j'ai le bras long à ce niveau-là, mais un appel solennel aux maires pour leur dire, vous avez le pouvoir de permettre à des courants comme les nôtres de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, si on est un peu honnête, le seul candidat qui risque d'avoir des difficultés, c'est Philippe Poutou. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 197 signatures qui ont été validées, il nous reste à peu près 8 jours pour les obtenir, qu'il y a les oukases des partis institutionnels, et que vous allez dans des maires un petit peu, dans des villes un peu significatives, vous avez des maires qui sont encartés dans un parti. Or, nous, très concrètement, on a des maires qui nous ont dit on serait prêt à parrainer Philippe Poutou, non pas qu'on soit d'accord avec son programme, mais simplement parce qu'on pense que démocratiquement c'est juste. Simplement, on a des instructions de notre parti pour dire ne le fais pas. Il y en a certains qui transgressent,
Je pense à certains élus des écologistes aujourd'hui qui le font, y compris José Bové, qui par exemple, sans du tout partager le programme de Philippe Poutou, a dit moi je pense que c'est légitime qu'il puisse être présent. José Bové a parrainé Philippe Poutou. Oui, j'espère que ce type d'initiative pourrait être entendu par d'autres. On en a bien besoin et je demande aux partis institutionnels les maires de lâcher la pression sur les maires qui sont d'accord. C'est-à-dire, nous on ne demande pas de nous en donner, on demande simplement de lâcher la pression sur les maires qu'on a rencontrés, qui nous ont fait des promesses et dont on sent qu'il y a un certain type de pression qui s'exerce sur eux. Dites-moi, si jamais Philippe Poutou n'a pas ses signatures, vous soutiendrez qui finalement? Non mais ça, Hamon, Mélenchon, ça, je même pas. Là vous êtes en train de nous parler, de me parler. Vous irez à la pêche alors? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Nous on est en train de mouiller notre chemise comme des malades pour obtenir ces signatures. On passe notre temps à ça. Donc c'est sûrement pas pour envisager un scénario comme celui-ci. On va se battre comme des malades. Non, mais à gauche, certains disent le vote utile, c'est ce qu'il faut faire tout de suite maintenant. Ouais, mais moi je m'en bats les reins. Ça, c'est pas mon sujet. Ouais. Moi, mon sujet, c'est d'être représenté à cette élection. Et le seul qui me représente, c'est Philippe Poutou. Et ce serait quand même un comble et ce serait révoltant que Philippe Poutou, qui est le seul à pas être un politicien professionnel, qui est un ouvrier dans l'automobile, qui se... Voilà, pardon de le dire, mais qui est un des rares à se lever le matin pour aller embaucher à l'usine, y compris dans une campagne électorale, qui est donc le seul... finalement, à mes yeux, qui a la légitimité de parler de nos vies quotidiennes, qui puisse pas se présenter, parce que c'est ça dont on parle. De mépris, quand je vous écoute, c'est ça. Oui, bien sûr. On est des millions à constater le fait que, en gros, on a un décalage entre une classe politique qui est née à l'ENA, qui a grandi dans les ministères, qui a été de couloir de l'Élysée en couloir de l'Élysée, qui connaît finalement rien de nos vies et qui a la prétention de décider à nos places. Et à un moment où il y en a un qui dit « Moi, je laisse plus les politiciens parler en notre nom, et je voudrais qu'on parle en notre propre nom », comme par hasard, c'est... Comment se fait-il que Poutou n'y arrive pas alors que Artaud y arrive? Peut-être parce qu'ils sont pris depuis beaucoup plus longtemps que nous, mais c'est vrai qu'on avait d'autres choses à faire aussi. Voilà. Vous parlez de couloir de l'Élysée. En Élysée, vous visez peut-être Emmanuel Macron. Ce matin, il y a un sondage qui le pointe en tête devant Marine Le Pen. Est-ce que ce sera lui le rempart contre le Front National? Sûrement pas. Parce que quand bien même il gagnerait contre Marine Le Pen, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Ce serait un gouvernement d'experts. Lui, c'est un trader. Vous savez, les traders, en général, ça fait des bulles. Et souvent des bulles spéculatives qui explosent très rapidement. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il occupe un espace politique. Voilà. Il y aura 3 pôles politiques à gauche qui vont se redessiner parce que je crois que la recomposition. Au-delà absolument de 2017, on va avoir un pôle libéral ultra décomplexé autour de Macron et une partie du PS. On va avoir ceux qui vont vouloir nous faire la social-démocratie à l'ancienne avec une compétition entre peut-être Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Il y a un 3e pôle dont on est nombreux à être orphelins. Tous ceux qui sont mobilisés dans la loi travail, il y en a même qui sont dans des partis comme le Parti communiste, le Parti de gauche, la lutte ouvrière, chez des libertaires. Et nous, on veut essayer de fédérer ces forces anticapitalistes. Olivier Benson-Philippe, Poutou participait le 25 février à On n'est pas couché, un samedi soir, sur France 2. Ça a été très commenté, pas toujours en bien, notamment à propos de Rire, considéré un peu comme mal placé. Est-ce qu'il a eu tort d'y aller dans cette émission ? Ah non, lui, il n'a pas eu tort d'y aller. Il a eu raison d'y aller pour amener son vécu, amener ses revendications. Je crois que au fond, c'est contre-productif ou pas d'aller dans ce type d'émission? Non, parce que je crois que ça a heurté beaucoup de personnes. Et finalement, peut-être que cette séquence-là qui a été retenue, c'est peut-être un espèce de condensé de l'air du temps où le réel s'invite aussi un peu dans le virtuel. Et on est là aussi pour rappeler un certain nombre de choses qu'on va amener jusqu'au bout parce qu'on obtiendra ces parrainages si notre appel est entendu. Merci Olivier Besancenot d'avoir été notre invité porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, soutien de Philippe Poutou. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, pour débriefer l'actualité, mais aussi les propos de notre invité Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste soutien de Philippe Poutou. J'accueille sur ce plateau ce matin Raphaël Ruffier-Fossoul qui revient et qui est le patron de Lyon Capital. Bonjour, merci d'être avec nous. Et j'accueille Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio. Bonjour. Merci d'être avec nous. On passe tout de suite à Philippe Poutou, sa réaction par rapport à ces 8 jeunes déférés devant le juge pour des violences à Saint-Denis. Il s'agit d'Olivier Besancenot, bien sûr. Olivier Besancenot. Parole de Philippe Poutou, dans 3 lycées. Alors, elles auraient pour origine l'affaire Théo, et lui, on n'a pas senti, très franchement, on sentit qu'il ne voulait pas accabler les jeunes. Hein. Oui, non, effectivement, il est beaucoup plus du côté des jeunes que du côté en fait des policiers. Il a dit d'ailleurs. Il n'a même pas voulu condamner la violence. Hein, non, il ne condamne pas la violence. En fait, il estime que ces jeunes, d'une façon en fait générale, sont plutôt victimes de la violence en fait de la société, de la violence en fait sociale et économique. Et d'ailleurs, il a eu une très bonne formule en disant que finalement, vous voyez, il n'y a plus de services publics en fait, et il y a un abandon en fait dans ces quartiers. Et les seuls services publics qui resteront, selon lui, évidemment, ce sont les commissariats.
clair. Il dénonce les violences, d'ailleurs, vous avez vu, dans son propos. Multiples. Oui, non, mais c'est ça, les violences multiples qui ne sont pas uniquement le fait d'une rage, d'une rage en fait simplement de certains jeunes contre le système, et puis après les violences policières dans l'affaire Théo et puis même les autres affaires, hein, mais également plutôt ces fameuses violences, cette fameuse violence sociale, quoi, effectivement, qui conduit en fait des jeunes à une forme de désespérance, quoi. Raphaël Ruffier, on sent une certaine légitimation de sa part de la violence des jeunes, même si pour dénoncer la violence policière, effectivement, à aucun moment il va dénoncer la violence des jeunes. Après, et puis, alors donc c'est la faute de la police, c'est la faute des médias aussi, c'est nous qui instrumentalisons la campagne en rediffusant les images de ces violences. Après, il n'a pas totalement tort de dire que dans cette campagne, c'est très difficile de faire émerger des problématiques de fond qui sont pourtant les préoccupations principales des Français, mais la baisse des services publics, le chômage. Et là, il essaie de faire entendre un autre discours, et c'est vrai que dans cette campagne, entre l'affaire Fillon, le terrorisme, les violences dans les banlieues, c'est très difficile de parler de fond. Oui, juste une petite parenthèse au passage. C'est vrai que pour qu'il y ait aussi des services publics en fait dans ces banlieues, dans ces quartiers défavorisés, il faut avoir en fait des commissariats pour qu'il y ait un maintien de l'ordre éventuellement, et que les gens soient rassurés et puissent aller en fait travailler et circuler librement. Ce qui n'est pas toujours le cas quand même. Donc ça il faut le dire. Donc je veux bien effectivement qu'on attaque la police, les commissariats pour se dire il faut laisser en fait des services publics. Mais s'il n'y a pas des notions en fait de sécurité et de sûreté, il n'y aura pas de service public. Et c'est exactement ce qui se passe. Et beaucoup d'entreprises privées qui préfèrent partir, quoi, en fait, aujourd'hui. Sur les parrainages, 197 parrainages pour Philippe Poutou, le candidat qu'il soutient. Quand on lui demande s'il a bon espoir d'y arriver, il dit que c'est absolument nécessaire, qu'il n'envisage même pas de ne pas y arriver. Mais pourtant, ça va être quand même compliqué, Patrick. Il dénonce la pression des partis politiques dans leur ensemble, dans leur globalité, qui empêche effectivement de donner un certain nombre de signatures pour les autres petits candidats tels que Philippe Poutou. Même Jean-Luc Mélenchon, qui a quelques difficultés à essayer d'avoir l'ensemble de ses signatures. Il dit qu'il faut changer le système, lui. Oui, il dit voilà, il faut changer le système. Alors, je sais pas, parce que c'est vrai que le système a de mauvais côtés, puisque vous êtes obligé d'avoir toutes ces signatures et que c'est une véritable course au trésor qui est engagée pendant plusieurs mois. Mais en même temps, ça empêche des... Il dénonce les pressions aussi. Oui. Là-dessus, il a vraiment raison pour le coup. À Lyon, à Lyon, on a l'Association des maires ruraux de France. Donc, le siège est à Lyon, donc c'est l'association des petits maires. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils ont beaucoup de remontées de... Les maires ont énormément de pression des appareils politiques, beaucoup plus qu'auparavant, pour ne pas donner leur signature. C'est-à-dire que maintenant, alors que les anciens candidats se contentaient d'avoir les 500 signatures, les candidats du PS, ils ne se présentaient pas avec 3000, 4000, 5000 signatures. Maintenant, les appareils engrangent un maximum de signatures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de candidature dissidente. C'est un peu la mémoire des campagnes présidentielles, notamment de 2002, où la dispersion des voix avait fait que la gauche n'était pas présente au deuxième tour. Ils reconnaissent que les citoyens donnent des parrainages. Oui, non, mais c'est ça. Il pourrait y avoir probablement un panachage en fait beaucoup plus fort, et pas uniquement en fait des élus, puisque du coup, c'est vrai que quand ce sont des élus, c'est le système qui entretient le système. D'autant que derrière, il y a évidemment les partis politiques. On le sait, enfin très clairement, en tout cas en ce qui concerne Olivier Besancenot pour Philippe Poutou pour être candidat. Eh bien, le Parti socialiste qui voit déjà un éparpillement de ses voix vers Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, ne veut pas voir d'autres candidats et Nathalie Arthaud. Le problème, c'est qu'un système où on ferait appel aux électeurs, on dirait 1 million d'électeurs qui parrainent. C'est pas tellement comment le contrôler, c'est que du coup ça éliminerait d'autres types de candidats. Je pense que Alain Juppé, par exemple, dont on a parlé de la candidature juste au dernier moment en début de semaine, en une semaine, arriver à rassembler 1 million de signatures, c'est quasiment impossible. Il faut des forces militantes qui s'y prennent longtemps en avance. Alors permettez-moi de dire que non. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, avec les moyens que nous avons sur Internet de lancer en fait des pétitions et de récolter en fait des signatures de façon très rapide, je pense que non. Je pense qu'en fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Regardez Emmanuel Macron. Oui, non, je pense que non. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron les aurait pas eu. Non, je pense que c'est un faux problème. Je vous donne juste un argument là-dessus. Je suis persuadé que c'est un faux problème et qu'on ne raisonne pas de toute manière. Emmanuel Macron a on raisonne pour 2022 et qu'il faut changer probablement ce système. Alors, contre-argument. Je ne suis pas d'accord. Emmanuel Macron
qui a un soutien populaire assez fort, il favorise des sondages, il n'a pas de force militante. Il a des gens qui le rejoignent, mais il n'y a personne pour aller coller les affiches. Et c'est les militants PS, les derniers... Les anciens militants PS. Ceux qui le rejoignent, qui ne sont pas très bien acceptés chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire vraiment c'est les archaïques, c'est eux qui vont coller les affiches. Je peux vous dire, à Lyon, c'est le cabinet de Collomb qui est allé coller les affiches. C'est pas les citoyens lambda qui l'ont rejoint. Raphaël, vous pouvez aller sur d'autres marchés et vous verrez qu'il n'y a pas que d'anciens militants socialistes qui vont coller des affiches. Il y a de jeunes en fait militants et puis des gens qui n'étaient pas engagés en politique qui vont aux côtés en fait des Bien sûr, mais après pour avoir l'efficacité, je trouve quand même très vite. Il a eu un petit mot, Olivier Besancenot, en disant que c'était révoltant effectivement que Philippe Poutou n'ait pas ses signatures. Moi je pense que ce qui est révoltant en fait pour le débat, c'est que Olivier Besancenot est probablement le meilleur candidat parce qu'il ne faut pas oublier que une élection c'est une rencontre. Vous l'auriez vu à la place de Philippe Poutou. Mais évidemment. Un mot sur le revenu universel de Benoît Hamon qu'il conteste totalement. Il conteste parce qu'il estime que évidemment c'est acté 6 millions de chômeurs en permanence effectivement en France, donc il est contre. On peut le comprendre. Et c'est un axe qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il prend Hamon finalement sur sa droite pour une fois, où il se présente comme le candidat du travail. Il défend le travail contre l'assistanat. Et vous avez vu les trois gauches? Oui. Et il a déclamé, il a expliqué, trois gauches. Oui, trois gauches, et donc effectivement une libérale. Avec Emmanuel Macron, une autre beaucoup plus classique avec Benoît Hamon, et puis l'autre de l'autre côté où il se situe. Quoi. On voit déjà qu'il lance des fleurs à Mélenchon, à Hamon, à Jadot. Il n'a pas attaqué du tout. Mélenchon. Il en a plutôt dit du bien. Il en a dit du bien. On peut imaginer qu'il ne restera pas neutre dans cette campagne si jamais son candidat... Mais il préserve quoi? Le fait que peut-être Philippe Poutou ne sera pas candidat, c'est ça? Oui, parce que effectivement, 184 ou 180, moins de 200 signatures, 197, moins de 200 signatures, il ne reste qu'une petite semaine, donc avec cette pression... Une semaine, vous faites bien de le dire. Une semaine, oui, effectivement. Ouais. Raphaël Ruffier-Fossoul. Ça va être effectivement dur pour lui, et je pense qu'il prépare une prise d'opposition avec une gauche un peu à gauche. Ou Hamon. Mélenchon ou Hamon. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Merci Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales qu'on regarde ensemble. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. François Fillon, qui a reconnu un certain nombre d'erreurs, souhaite également s'adresser à nous. Il n'y a pas de raison de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre avant de prendre une décision définitive. J'en ai ras-le-bol, pour parler un peu simplement, des histoires de Monsieur Fillon, de son feuilleton. Ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas, je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Canard enchaîné, s'il vous plaît, si vous avez encore des choses... tout de suite, quoi, comme vous les donnez d'un coup, et comme ça on en parle une fois. Et là, il y a un prêt qui est remboursé, comme par hasard, c'est François Fillon qu'on essaie une fois de plus d'atteindre. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la bête à battre, c'est vraiment François Fillon. Beaucoup de gens, je vous le rappelle, me permets de vous le rappeler, il y a naguère et il y a peu, comptaient me siphonner et me ringardiser. Opération qui ne me semble pas avoir connu le succès qui était prévu. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. On apprend que le programme de santé, mais je vais revenir, de M. Macron est dicté par Servier, voilà, c'est-à-dire par un conseiller qui est payé par Servier. Ça continue, ils ne sont pas très originaux. Et comme ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur propre programme, ils passent beaucoup de temps au rassemblement à parler de votre serviteur. Mais ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train... Vous parlez de vous à la troisième personne, Emmanuel Macron? C'est une formule de politesse qui évite de dire moi. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Je suis pour ma part très honoré que Bertrand Delanoë, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, à la fois pour ce qu'il a fait en tant qu'élu et pour les positions qu'il a constamment prises, se soit exprimé dans les termes qu'il a employés ce matin. L'ancien maire de Paris soutient Emmanuel Macron, mais que l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, soutient Benoît Hamon. Bertrand Delanoë, il disait en 2009 déjà qu'il était social-libéral. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas gagné le Parti socialiste à cette époque. Mais ce libéralisme, les électeurs de gauche n'en veulent pas. C'est ce libéralisme qu'incarne Emmanuel Macron aujourd'hui. En janvier 2016, Emmanuel Macron en voyage à Las Vegas. À l'époque, il est ministre de l'économie. Dans quelles conditions ce voyage a-t-il été organisé? L'inspection générale des finances soupçonne un délit de favoritisme. Macron
on ne rappelle pas qu'il a été le ministre de l'économie et des finances, qu'il a désindexé les pensions de retraite, qu'il a laissé créer 600 000 chômeurs de plus, et on le présente comme un dieu vivant dans la plupart des médias. Je demande à vérifier les faits, mais mon ministère, parce qu'il y a une direction des affaires juridiques, lorsque j'étais ministre, a toujours respecté les règles des appels d'offres et des marchés publics. Voilà, fin de Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous.